Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Et nous allons commencer par les titres donc, de cette deuxième partie. Le Parlement de la Crimée a déclaré il y a un an tout juste l'indépendance de la République de Crimée suite à la crise ukrainienne. Quel rôle a joué la Russie? Comment l'Europe n'a rien vu venir? Et enfin, comment se porte la jeune République après un an d'indépendance? Les réponses avec Douglas Herbert dans quelques instants. Et pour finir, un sommet de la femme se prépare à New York pour célébrer les 20 ans de la conférence de Beijing et de sa déclaration et programme d'action. L'occasion de faire le point sur les conditions de vie des femmes dans le monde et de dresser le bilan des 20 dernières années. Le point avec Virginie Herz. Bonjour, merci donc d'être avec nous pour cette deuxième partie. J'ai le plaisir de recevoir avec moi nos deux éditorialistes et chroniqueurs spécialisés en politique internationale. Tout d'abord, Douglas Herbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Virginie Herz, bonjour aussi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons donc commencer tout d'abord par l'anniversaire effectivement de l'indépendance de la Crimée. C'était il y a un an. Le Parlement de Crimée donc déclarait l'indépendance de la République de Crimée, réunissant la République autonome de Crimée et Sébastopol suite à la crise ukrainienne. Pour commencer, peut-être un point sur l'actualité. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en est cette jeune République un an après? C'est un désastre total. On va de mal en pis, de jour en jour. En fait, vous vous rappelez peut-être, le vote à l'époque, c'était 97% qui ont voté en faveur du rattachement de la Crimée à Moscou. Exactement. Aujourd'hui, selon un sondage qui a été mené en février dernier, très récemment, 82% continuent à soutenir l'idée du rattachement à la Russie. Mais il y a les chiffres et la réalité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà partis. Ils voient le rattachement de la Crimée à la Russie comme un vol par un État policier. Ils ont peur. Il y a vraiment la peur qui règne maintenant en Crimée. Il y a les arrestations. Il y a les raids policiers. Il y a des déportations. Il y a des gens qui se font attaquer s'ils critiquent la Russie. On ne peut pas vraiment vivre en Crimée aujourd'hui si on se sent toujours ukrainien, si on revendique sa nationalité ukrainienne, parce que la Crimée n'est plus l'Ukraine. Et en plus, il y a les habitants qui restent très isolés. N'oublions pas que la Crimée est maintenant détachée. Il n'y a pas de lien avec la frontière avec la Russie. Alors, Moscou a promis d'investir des milliards de roubles pour construire un pont, mais toujours, c'est pour désenclaver le territoire, la péninsule. Mais c'est toujours séparé physiquement de la Russie. Alors physiquement, mentalement, psychologiquement, ils sont séparés. Il y a l'inflation galopante qui ont fait en sorte que les prix ont quasiment doublé pour les nécessités, les biens de première nécessité, les médicaments. C'est très, très dur la vie. La Crimée, c'est un endroit incroyable qui dépend du tourisme. Les touristes, les visiteurs sont plus, ils sont aux abonnés absents aujourd'hui, ils sont plus là. Alors nous allons revenir un an en arrière, en février dernier. Vous étiez justement, vous, en Crimée à ce moment-là, quand tout a basculé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était comme regarder une scène d'un film au ralenti. Ce qui s'est passé un jour, on s'est levé, c'était dans la nuit du 26 au 27 février. Et en fait, pendant la nuit, il y avait des hommes armés. Les soi-disant petits bonhommes verts. Oui. On se rappelle maintenant, oui. En fait. Et ce qu'ils avaient fait, ils ont commencé par prendre le contrôle. D'abord du Parlement régional à Simferopol, à Crimée, c'était la capitale régionale, ainsi que le siège du gouvernement à Simferopol. Et ensuite, on s'est levé, je me suis levé à mon hôtel qui était à 100 mètres du Parlement régional. On m'a dit, oui, dans la nuit, il y a des gens armés qui ont occupé le bâtiment, voilà. Et maintenant, c'est sous le contrôle de ces hommes armés. J'ai demandé, alors c'est qui ces hommes-là? Personne ne le sait, ils sont sans insigne. Si vous leur demandez, soit ils ne répondent pas, soit ils disent tout est bon, tout est en ordre, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, ça a continué dans les jours à venir, dans les jours suivants, avec la prise des nœuds routiers, des principaux ponts, les aéroports. Je me rappelle aussi, on est allé à l'aéroport quelques jours plus tard. Même chose, toujours un film au ralenti. On a vu les petits bonhommes verts. Ils entouraient un bâtiment public officiel dans la ville. Et voilà, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, les faits sur le sol avaient été établis.
c'était fini, voilà, Le fait accompli. Et si vous posez des questions, pas de réponse. Voilà. Alors, est-ce que personne n'a vu venir tout ça? Comment est-ce que la Russie a pu préparer tout ça sans que personne ne puisse voir? Un journal russe qui paraissait dernièrement parlait de la logistique politique et médiatique de l'intervention de la Russie dans les affaires ukrainiennes. Exactement. Le journal, il s'appelle Novaya Gazeta. C'est un des derniers journaux indépendants, journaux d'enquête en Russie aujourd'hui, qui continue à publier. En fait, c'est vrai. Ils ont publié, il n'y a pas longtemps, un document qui est une sorte de feuille de route de la stratégie d'annexion de la Crimée, à commencer par la Crimée et ensuite à continuer par fomenter les troubles dans l'est de l'Ukraine. Et c'est incroyable ce qui était anticipé dans ce document, qui est soi-disant un document officiel qui aurait été transmis à Poutine entre le 4 et 12 février 2014. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce qu'il s'agit de à peine 2 semaines avant la destitution du président ukrainien pro-russe de l'époque, Viktor Yanukovych, avant. Alors, le plan, le projet était déjà là. C'était quoi? Mais personne n'a vu venir. Personne n'avait vu venir. Au moins, personne hors de la Russie. Bien sûr, on peut dire que on parle surtout de l'Europe. Si Poutine aurait planifié tout le truc, ça a commencé par, dans le document, ils avaient dit qu'il faut créer des événements sur le sol pour initier l'annexion. Et l'idée, c'était de commencer par la Crimée et ensuite Kharkiv. Vous vous rappelez, Kharkiv, c'est en Ukraine. Ça, c'était un objectif manqué du Kremlin. Mais dans beaucoup d'autres aspects, le plan était exactement tel quel, comme on l'avait prévu dans le document soi-disant officiel publié par le Novaya Gazeta. Merci beaucoup, Douglas, pour toutes ces explications, effectivement. Nous allons donc finir avec ce sommet de la femme. C'est à New York, effectivement, qu'il est organisé. Et il a pour but, en tout cas, d'évaluer, quelque part, les progrès et actions accomplis dans le cadre de la déclaration de Beijing. Donc, le sommet de Beijing, c'était 1995. Et assurer l'égalité des genres et la place des femmes dans le monde. C'était un peu le but de ce sommet à cette époque-là. La 4e conférence, donc, de 95. Aujourd'hui, 20 ans, l'anniversaire. Virginie, d'abord, peut-être nous dire un mot de ce que c'est exactement. Alors, il y a 20 ans, effectivement, c'était à Pékin, Beijing, où 189 pays avaient envoyé des délégations. Il y avait des représentants de la société civile, des ONG qui se sont réunis pour dire on approche de l'an 2000, on va avoir des objectifs du millénaire, on veut penser le développement de la planète, on ne peut pas laisser de côté la moitié de l'humanité parce qu'on est loin de l'égalité homme-femme. Et toutes ces personnes, tous ces États se sont mobilisés et se disaient il va falloir qu'on fasse une feuille de route, qu'on fixe des objectifs précis pour arriver à, le mot à la mode était l'autonomisation, c'est toujours un mot qui est à la mode aujourd'hui. En fait, en anglais, c'est empowerment, c'est-à-dire rendre les femmes autonomes, ne pas faire en sorte qu'elles ne soient pas considérées comme des mineurs ou des citoyennes de seconde zone. Et plusieurs secteurs, 12 secteurs ont été à ce moment-là identifiés comme la formation des femmes, la violence à l'égard des femmes, leur rôle dans l'économie, dans les médias, leur rôle dans les conflits. Et par rapport à tous ces secteurs, il fallait faire un certain nombre de progrès. Et voilà, c'est ce qu'on appelle la feuille de route de Pékin. Alors, il y a eu effectivement ce document final qui est appelé la déclaration donc, de Beijing, ou la déclaration et le programme d'action de Beijing. Où en sommes-nous aujourd'hui? Avec tous ces points que vous venez de nous dire, 20 ans après, est-ce qu'on a évolué? Alors, le bilan est extrêmement contrasté. En fait, de l'aveu même de la directrice de l'ONU Femmes, donc c'est la responsable de tout le développement des femmes à l'ONU, elle dit le verre est à moitié plein. En fait, en matière d'éducation notamment ou encore de santé, des progrès ont été faits. Pour le reste, c'est vrai que c'est encore très compliqué. En matière politique, par exemple, les femmes chefs d'État ou chefs de gouvernement, dans les cadres de l'exécutif, ça reste relativement rare, même si certains exemples très connus nous viennent évidemment à l'esprit. En matière économique, il y a encore des différences de salaire à poste égal et à compétences égales. Et ça, même si on exclut tout ce qui fait que peut-être une femme gagnera moins, les périodes éventuellement de temps partiel ou bien de pause due à la maternité, malgré tout, les femmes continuent à gagner moins. Et le bilan est également extrêmement contrasté parce que disons que cette mobilisation pour faire avancer le droit des femmes a provoqué aussi beaucoup de résistance et de mouvements conservateurs inverses, en fait. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Et certaines féministes disent qu'il ne faut pas baisser la garde. Ce qui a quand même beaucoup évolué, c'est qu'en matière législative, les États qui se sont mobilisés, notamment à Pékin, ont quand même commencé à faire passer des lois pour déclarer l'égalité homme-femme, l'égalité des salaires, etc. Du législatif, on a aussi eu le juridique qui s'est mêlé. Enfin, il y a eu des jugements aussi
aussi en faveur du droit des femmes. Et d'ailleurs, c'est à noter que, par exemple, il y a 2 jours encore, enfin il y a quelques jours, l'Algérie devenait le 2e pays du Maghreb à criminaliser les violences faites aux femmes, y compris au sein du foyer, donc les violences conjugales. Le Brésil vient de déclarer, de mettre en place dans le code pénal le féminicide, c'est-à-dire de considérer qu'il s'agissait d'une circonstance atténuante de tuer une femme parce qu'elle était femme. Donc ça aussi, c'est considéré comme un progrès. Maintenant, il reste évidemment beaucoup de choses à faire. Je pense au harcèlement de rue en Égypte, au viol qui reste trop fréquent en Inde, ou encore au mariage précoce au Maroc. Alors, aujourd'hui, donc ça, c'était il y a 20 ans, il y a eu cette déclaration-là. Aujourd'hui, on fait le point qui est un peu mitigé, comme vous le disiez. Alors, on se donne un nouveau cap, c'est 2030 cette fois-ci. Et on en a parlé dernièrement au Chili, c'était le congrès Femmes et Pouvoir. Et à ce moment-là, la directrice exécutive d'ONU Femmes, donc qui co-organisait ce sommet, disait, elle, donc, que le monde devrait connaître une égalité effective entre hommes et femmes en 2030 cette fois-ci. Oui, effectivement. Alors, c'est un vœu pieux, ça paraît on évidemment... repousse un petit peu de 15 ans. On repousse de 15 ans. Maintenant, ça reste un objectif qui est fixé. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, l'ONU n'a pas de pouvoir en tant que tel. Au sein de l'ONU, c'est le Conseil de sécurité qui a du pouvoir. Il n'y a pas d'engagement contraignant pour les États. Maintenant, c'est une date symbolique. C'est un objectif symbolique qui a été marqué. C'est une façon de continuer à faire pression et à soutenir les pays qui font des progrès dans ce domaine. Et c'est l'idée, comme finalement en matière d'écologie, de se dire c'est plein de petites gouttes d'eau qui vont faire l'océan, et même si a priori c'est utopique, on va continuer à pousser dans ce sens parce que ça représente les valeurs universelles. En quelques mots peut-être, quels sont les grands défis à venir ? Alors, dans tous ces mouvements, en fait, les deux choses qui se disent, c'est que d'une part, les réseaux sociaux ont beaucoup changé aussi la donne, parce qu'aujourd'hui, quand par exemple une femme se fait violer en Inde, ou encore qu'il y a des violences conjugales ou des injustices qui sont commises là ou là, tout de suite, ça fait le tour de la planète par les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il y a également l'intégration des hommes. Se dire que les femmes toutes seules ne réussiront pas à faire changer les mentalités. Il faut que les hommes s'impliquent. C'est la campagne He for She de l'ONU. Les hommes pour les droits des femmes, parce que finalement, les hommes ont autant à gagner que les femmes de ce progrès et de cette évolution. N'est-ce pas, Douglas ? Absolument. Il est convaincu. Il est convaincu. Ça en fait déjà un. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virginie et merci Douglas. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la même heure et toujours sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas, l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.